Donc, en effet, je vais passer le contexte global parce que M. Raoult a déjà bien explicité ce qui a fait se pencher sur ce microbiote urinaire, notamment le fait qu'on avait complètement occulté le fait qu'il y a un microbiote urinaire parce qu'on ne recherchait que des bactéries pathogènes, c'est-à-dire au-dessus d'un seuil supérieur au-delà duquel on devient symptomatique, et aussi qu'on recherchait des bactéries de culture facile, c'est-à-dire en conditions aérobie et avec un faible volume d'urine qui était ensemencé. Donc nous, à l'IHU, c'était l'objet de mon travail de thèse sous la supervision de M. Raoult, on a essayé d'établir l'existence d'un microbiote urinaire, tout d'abord en faisant la revue de la littérature et en recherchant quelles étaient les bactéries déjà retrouvées dans les urines, que ce soit par méthode de culture ou par méthode de séquençage de métagénomique, parce que c'est ça aussi qui a fait mettre le doigt sur le fait que les urines n'étaient pas stériles, c'est qu'un certain nombre d'équipes ont commencé avec l'avènement de la métagénomique et de la recherche de l'ADN ou de l'ARN bactérien à voir qu'en fait il y avait plein de bactéries dans les urines, et d'autres équipes ont cherché à montrer que ces bactéries étaient pour certaines cultivables et vraiment retrouvées si on ensemence des plus gros volumes d'urine et dans des milieux de culture beaucoup plus riches. Et ensuite, nous avons, au sein de l'IHU, cherché à mettre en évidence par les méthodes de culturomics qui ont déjà été décrites pour le microbiote digestif, avec des méthodes de culture enrichies qui permettent de mettre en évidence notamment les bactéries anaérobies, comment était ce microbiote urinaire chez nos patients. Alors au niveau de cette revue de la littérature, nous avons pu mettre en évidence des bactéries cultivées et non cultivées mais découvertes par d'autres méthodes, notamment les méthodes de séquençage, dans les urines humaines. Pour ça, nous avons utilisé une revue bibliographique automatique via l'outil de recherche PubMed en lançant une requête systématisée avec toutes les bactéries déjà connues chez l'humain et chez l'animal. Et ensuite, nous avons aussi fait une recherche manuelle en lançant une requête à partir de toutes les bactéries que nous, on retrouvait au sein des urines dans le laboratoire pour voir si elles avaient déjà été décrites auparavant, et puis toutes les bactéries qu'on avait retrouvées chez l'humain au laboratoire. Donc ceci a permis de ramener 330 bactéries à droite avec la méthode de recherche automatique qui était décrite dans les urines humaines et 232 par la recherche manuelle. Au total, c'est 562 bactéries différentes qui ont déjà été identifiées dans les urines humaines. Au sein de celles-ci, on se rend compte que 423 ont été identifiées par culture et 101 à l'échelle d'espèces étaient décrites par méthode de métagénomique, 139 que par métagénomique, 101 avec culture et métagénomique, et il y a bien sûr d'autres OTU qui n'ont pas été déterminés à l'échelle d'espèces par métagénomique. Donc quand on s'attache à regarder par exemple le genre de ces bactéries, on se rend compte que les bactéries dans les urines sont assez proches des bactéries du tube digestif, avec quand même peut-être plus de Streptococcus, plus de Corynebacterium, de Mycobacterium et de Staphylococcus, alors que dans le tube digestif, on va trouver notamment plus de Clostridium, plus de Bacillus. Mais globalement, pas d'énormes différences. Et puis, quand on regarde vraiment à l'échelle d'espèces, ce qui est commun au tube digestif et aux urines dans la littérature, on se rend compte qu'il y avait quand même 62,3% des bactéries, espèces bactériennes retrouvées dans les urines, qui sont aussi retrouvées dans le tube digestif, ce qui fait 350 espèces. Et la différence notable, c'était qu'il y avait quand même plus de bactéries aéro-intolérantes, dites anaérobies, dans le tube digestif humain que dans le système urinaire, mais ceci est probablement dû à un gros biais, parce que comme pendant longtemps on a complètement occulté le microbiote urinaire, parce qu'on faisait des techniques de culture aérobie, tout ce microbiote anaérobie, ou aéro-intolérant, il a été complètement occulté. Et en fait, quand on s'attache à regarder justement les bactéries qui ont été vues par méthode de séquençage au débit, métagénomique, et bien là, pour le coup, la proportion de bactéries anaérobies est bien plus importante. Et on passe de 17,8% quand on a les deux techniques confondues, culture et métagénomique, voire même 9% quand on n'est que sur de la culture, à un taux de 30,8% de bactéries anaérobies dans le système urinaire par méthode métagénomique. Alors on a aussi regardé sur ces bactéries retrouvées dans la littérature, lesquelles étaient pathogènes, et finalement, lesquelles étaient aussi les plus fréquentes. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les plus fréquemment rapportées dans la littérature, c'est-à-dire Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Chlamydia trachomatis, qui apparaissent en gros sur ce schéma à gauche, ce sont toutes des bactéries considérées comme pathogènes. Et donc probablement qu'elles sont rapportées en excès dans la littérature parce qu'elles sont rapportées avec un rapport de cas clinique ou rapportées à des cas médicaux.
Par ailleurs, 62,6% des bactéries décrites avaient été rapportées comme étant au moins une fois à l'origine de cas d'infection humaine, pas forcément des cas d'infection urinaire. Et 40% étaient relatifs à des agents causaux d'infection urinaire. Il y en a donc 60% qui n'avaient jamais été rapportés comme étant des agents d'infection urinaire et qui pourraient être considérés comme des bactéries commensales du tractus urinaire. La plupart des uropathogènes sont au départ commensales et un certain nombre d'articles rapportaient des uropathogènes mais comme étant juste présents dans les urines et pas responsables d'infection urinaire. Et donc ces uropathogènes pourraient être présents avant même l'infection et à la faveur d'une déstabilisation de ce microbiote urinaire pourraient devenir pathogènes. Alors au sein de l'IHU, on a donc voulu mettre en évidence ce microbiote urinaire par culture. Et pour ça, on a utilisé 13 projets différents qui incluaient 435 échantillons d'urine issus de 279 patients ou volontaires sains différents. On a ensemencé entre 0,1 ml et 1 ml d'urine, c'est-à-dire plus que ce qui est fait habituellement, qui est de 10 microlitres dans les cultures standards. Et on a ensuite mis en culture dans 17 milieux de culture différents, soit en passant par des phases préalables de pré-incubation dans des flacons d'hémoculture enrichis, puis après avec ensemencement sur des géloses, soit directement sur des géloses, mais qui étaient des géloses au sang, des géloses enrichies avec, par exemple, du rumen de mouton, etc. Et on a utilisé aussi différents pH d'incubation et différentes atmosphères d'incubation, notamment des atmosphères anaérobies. À partir de là, étaient identifiées les bactéries par la technique de Malditov. Et si le Malditov était mis en échec, on faisait du séquençage pour voir quelle était la bactérie retrouvée. De cette manière, c'est 143 689 colonies qui ont été étudiées, ce qui représentait 459 espèces bactériennes différentes, et parmi lesquelles 195 avaient déjà été reportées dans la littérature comme appartenant aux urines humaines, et 264, en revanche, n'avaient jamais été identifiées dans les urines humaines auparavant. Parmi celles-ci, il y en avait 234 qui avaient déjà été identifiées chez l'homme, 47 qui avaient déjà été identifiées via la méthode Culturomix dans les selles, par exemple, ou dans d'autres projets Culturomix. 12 n'étaient pas du tout connues chez l'homme, et 18 étaient des nouvelles espèces bactériennes, jamais reportées auparavant. On s'est donc ensuite attaché à regarder la proportion de bactéries aéro-intolérantes dans ces espèces bactériennes retrouvées en culture. Et on se rend compte que par rapport à ce qui était reporté dans la littérature, et où c'était 9% des bactéries qui étaient aéro-intolérantes, dans notre étude qui utilise une méthode de Culturomix avec notamment des cultures anaérobies, c'est 35% des bactéries qui étaient aéro-intolérantes. Donc cette méthode de Culturomix permet de cultiver des bactéries beaucoup plus fastidieuses et aéro-intolérantes. Et enfin, quand on s'attache à regarder à quoi ressemble ce microbiote, on a comparé donc le microbiote urinaire qui est en jaune sur le schéma de gauche, au microbiote du tube digestif en vert, au microbiote vaginal en rose et au microbiote oral et respiratoire en violet. Et ce qu'on remarque, c'est que le microbiote urinaire est beaucoup plus proche du microbiote digestif que des autres microbiotes, y compris par rapport au microbiote vaginal. Et le schéma de droite montre que c'est vrai que ce soit chez l'homme ou chez la femme. C'est-à-dire que le microbiote urinaire, qui est représenté en jaune à droite, est beaucoup plus proche du microbiote digestif qui est représenté en noir, et donc on voit que le jaune et le noir sont quand même très très croisés, par rapport au microbiote vaginal qui est représenté en rose-violet. Et il y a des bactéries vaginales dans les urines de l'homme comme dans les urines de la femme. C'est des bactéries humaines tout simplement qui peuvent être dans les microbiotes différents de l'être humain. Je laisserai la parole secondairement à Grégory Dubourg qui vous détaillera qu'il y a quand même des différences entre hommes et femmes, notamment concernant la constitution des uropathogènes. Voilà. Donc, globalement, c'est ce que je voulais vous dire sur ce qu'on a pu mettre en évidence par Culturomix dans les urines. Il y a un microbiote urinaire humain. Il peut être décrit par une approche complémentaire de Culturomix et de métagénomique. Cette approche de Culturomix a permis vraiment d'implémenter ce répertoire des bactéries connues dans les urines de 39%. Et ce microbiote urinaire semble être beaucoup plus proche du microbiote du tube digestif que du microbiote du système vaginal et des autres microbiotes. Et il y a encore d'autres choses à faire, mais je laisse la parole à mes collègues.